Alors bonjour à tous, cette belle journée. Alors je vais vous parler aujourd'hui du manioc. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai tout appris de Madame Laure Empereur, ici présente, qui m'a entraînée dans un projet de recherche sur le moyen Rio Negro dont je voudrais, dans un moment, vous dire quelques mots. Mais j'ai fait mon devoir et je vais vous parler donc du manioc d'une façon plus générale. Puis je parlerai de notre expérience sur le moyen Rio Negro. Bien, le manioc, vous le savez peut-être, est la quatrième denrée la plus importante, enfin comme aliment de base au monde. Le manioc est consommé par environ 500 millions de personnes entre l'Amérique du Sud surtout, enfin les Amériques, et elle a été introduite aussi en Afrique, et elle est extrêmement cultivée en Afrique aussi, à tel point qu'à certains endroits, elle a délogé l'importance des ignames qui, eux, ont fait le parcours inverse, c'est-à-dire leur origine est africaine et ils ont été transportés au Brésil, en Amérique. Donc, c'est un genre très important, c'est une espèce très importante, le manioc, mais elle appartient à un genre, et je vais vous parler donc de l'origine de ce genre, qui est assez intéressante. L'origine donc du genre maniote, qui est une euphorbiacée, provient probablement d'Amérique centrale, comme le maïs d'ailleurs. Et il serait passé en Amérique du Sud après la fermeture de l'isthme du Panama, c'est-à-dire environ 3,5 millions d'années. C'est à ce moment-là qu'il serait passé donc, en Amérique du Sud. Et ce genre maniote a colonisé aurait très rapidement colonisé les... Je dis aurait parce que finalement ce sont des recherches qui sont en cours et qui changent assez souvent. Mais on dit actuellement que ce genre maniote aurait colonisé rapidement les terres basses d'Amérique du Sud, mais pas toutes, surtout celles qui ont une saison sèche prononcée. Donc particulièrement les savanes et pour le Brésil, la Caatinga, c'est-à-dire une région au fond très désertique pendant la plupart de l'année. Donc elle n'est pas originaire, elle n'est même pas particulièrement adaptée à un climat humide comme celui de l'Amazonie. Mais elle a quand même colonisé le pourtour, si vous voulez, de l'Amazonie, surtout la partie sud, dans la zone de transition entre le Cerrado, donc ces savanes du plateau central brésilien, et le sud du bassin amazonien. Donc il s'est adapté à des zones plus humides du pourtour sud surtout de l'Amazonie. Et ce genre a produit toutes sortes d'espèces, en particulier des espèces grimpantes et même des espèces arboricoles. C'est un genre qui inclut, actuellement, on a compté 98 espèces dans ce genre maniote. Maniote s'écrit, je vais vous l'écrire d'ailleurs, parce que comme ça... Voilà. Maniote, c'est le genre. Et l'espèce qui va nous intéresser particulièrement, c'est le... Comment ça s'écrit déjà? C'est l'Esculenta, maniote, Esculenta. Voilà. Maniote, Esculenta. Et qui a été plusieurs espèces, et ça a été décrit en premier par Kratz. Parfois, on ajoute encore un Esculenta à la fin, et puis je vais tout de suite vous écrire une autre variété, une autre espèce, Pellifolia, dont je vais vous parler dans un instant. C'est là, le même maniote. C'est cette
espèce, qui, croit-on maintenant, a été à l'origine, et l'origine d'ailleurs unique, de la domestication du manioc. Donc, c'est une domestication qui aurait eu probablement pour théâtre le sud de l'Amazonie, et comme je vous l'ai dit, la zone intermédiaire entre les savanes et la forêt. Dans une région qui, pour ceux qui connaissent un peu la géographie du Brésil, comprend aujourd'hui les États de l'Acre, Rondônia, le nord du Tocantins, le nord du Mato Grosso aussi, et les Tocantins. Et tout ça à partir d'une seule espèce de maniote, qui est justement le maniote Esculenta flabellifolia. N'est-ce pas? Donc, et cette domestication de cette plante qui est devenue extrêmement importante, eh bien, elle se serait faite environ il y a 7000 ans. J'ai vu aussi des références à 10 000 ans, mais ce sont des références secondaires, je n'ai pas pu trouver l'origine. Je crois qu'en principe, on accepte 7000 ans avant le présent comme la date de domestication du manioc. Il y a donc eu, il y a 7000 ans environ, un investissement humain dans l'expérimentation et la sélection, aboutissant donc à cette espèce qui est aujourd'hui fondamentale, comme je vous l'ai dit. Alors, le manioc est comparé défavorablement avec une autre espèce, tout à fait différente, mais elle aussi d'origine centra-américaine, qui est le maïs. Le maïs, en effet, est beaucoup plus riche que le manioc, non seulement en calories, le manioc est essentiellement un fournisseur de calories dans les diètes amérindiennes, eh bien, le maïs a encore plus de calories que le manioc, n'est-ce pas? Et sans parler des protéines. Le maïs a beaucoup plus de protéines que le manioc. Alors on s'est interrogé pourquoi avoir choisi le manioc plutôt que le maïs, qui lui aussi peut être présent en Amazonie, mais exige des sols beaucoup plus fertiles. Pour vous donner une idée de cette différence entre les espèces, c'est Descola qui donne les chiffres dans son livre La nature domestique, à partir d'un article de 61. Il dit pour 100 grammes de manioc, nous avons 0,8 grammes de protéines et 148 calories. Alors que pour la même poids de maïs, on a pratiquement 12 fois plus de protéines, 9,4 grammes, et 361 grammes de calories. Donc beaucoup plus de calories ici. Et l'aliment le plus favorable, en fait, ce n'est ni le manioc ni le maïs, mais les haricots, qui, eux, ont 22 grammes de protéines pour 100 grammes de haricots, donc beaucoup plus que le maïs et infiniment plus que le manioc, et presque autant de calories que le maïs. Donc, le choix du manioc pose problème. Pourquoi est-ce que c'est le manioc qui est devenu la nourriture de base dans toute cette région amazonienne? En fait, le manioc n'a pas cessé de poser des questions, dont les réponses d'ailleurs en disent plus long sur l'idéologie de ceux qui les posent qu'elles n'avancent de solutions. Alors pourquoi, premièrement, avoir préféré le manioc au maïs, n'est-ce pas? Le maïs n'a en Amazonie qu'une présence secondaire, et j'en parlerai dans un moment. Mais alors pourquoi aussi, dans beaucoup de régions amazoniennes, préfère-t-on cultiver le manioc amer, qui est un manioc hautement toxique, au manioc doux, que l'on peut au contraire consommer tranquillement, rôti, cuit, et même éventuellement dans certains endroits crus. Et je vous rappelle que pour les espèces domestiquées, en général, on s'attend à un processus inverse, c'est-à-dire qu'on cherche à sélectionner les variétés les moins toxiques et pas les plus toxiques. Or,
ce qui s'est passé apparemment, puisqu'il semblerait que la zone de domestication soit le sud de l'Amazonie et que dans cette zone, c'est le manioc doux qui prévaut. On se demande si la sélection des maniocs amers n'aurait pas été recherchée, ce qui pose aussi un mystère. Pourquoi en tout cas, et je vous en dirai quelques mots dans un moment, les réponses qui ont été avancées à ce genre de problème. Donc, pourquoi préfère-t-on cultiver le manioc amer dans beaucoup de régions, en fait presque la majorité de l'Amazonie, sauf le pourtour, n'est-ce pas? Pourquoi, au contraire, d'autres régions ne connaissent que le manioc doux, par exemple les Achuar, justement, d'Équateur, les Achaninka et les Kachinawa, par exemple, ne cultivent que du manioc doux. Pourquoi est-ce que certains préfèrent les variétés jaunes et d'autres préfèrent des variétés blanches? Et puis, c'est le thème principal qui retiendra notre attention ici, pourquoi tant de variétés de manioc? Alors, il y a toute une littérature sur les savoirs traditionnels qui est fondamentalement inspirée de raisonnements écologiques qui étaient particulièrement en vogue dans les années 70, début 80. Ce courant cherche à montrer le bien fondé, mais alors du point de vue utilitariste, des pratiques relevées chez des populations autochtones. Alors les autochtones seraient ainsi, sans même qu'ils le sachent d'ailleurs, mais heureusement il y a des scientifiques pour les éclairer, seraient des pratiquants de choix rationnels, c'est-à-dire en somme des individualistes méthodologiques comme tout un chacun. Et un exemple célèbre, enfin en tout cas c'est un exemple que j'affectionne parce qu'il est tellement cocasse, eh bien, un exemple célèbre de cette approche est celui avancé dans les années 70 par un anthropologue américain de cette tendance qui s'appelait Marvin Harris et qui donnait des explications écologiques à tous les phénomènes culturels. Dans un de ses articles, par exemple, il parle de la divination scapulaire par je ne sais plus quel groupe d'éleveurs de rennes, je crois. C'est-à-dire que la divination se procède par une inspection de l'épaule, si vous voulez, d'un renne. Eh bien, il explique que c'est tout à fait rationnel, puisque si on utilise une divination comme celle-ci, les résultats ne peuvent être qu'aléatoires, et donc on chassera un peu n'importe où chaque fois. Et cela, c'est la façon la plus rationnelle d'exploiter, dit-il, un environnement du point de vue synégétique. C'est-à-dire que si on chasse un peu partout, au lieu de favoriser certains endroits, eh bien, c'est la façon la plus sensée, la plus rationnelle, dit-il, de chasser, puisqu'on conserve le gibier de cette façon-là, et on maximise aussi les exploits de chasse. Vous voyez que je n'attache pas une énorme importance à ce genre d'explication. Mais c'est encore dans cette veine, pourtant, qu'on a voulu avancer que dès que le maïs aurait été disponible, lui aussi a dû franchir, n'est-ce pas, l'isthme du Panama, eh bien, il aurait permis un accroissement considérable de la production et donc une concentration de population qu'on ne pouvait pas alimenter avec simplement du manioc. Donc le maïs aurait permis, et le maïs, comme je vous l'ai dit, a besoin de terres plus fertiles, mais dans les plaines alluvionales de l'Amazone, eh bien, il aurait trouvé un milieu qui lui permettrait d'être cultivé très aisément. C'est là, sur les plaines alluviales de l'Amazone, qu'on a trouvé, il y a déjà 2 ou 3 décennies,
des évidences d'une population beaucoup plus nombreuse que ce qu'on connaît aujourd'hui des petites sociétés amazoniennes, qui, comme vous le savez, en général se chiffrent par centaines, et seules quelques-unes dépassent les milliers d'habitants. 2 ou 3 ethnies seulement en Amazonie dépassent les 10 000 habitants. Donc c'est une population assez raréfiée aujourd'hui. Et on a trouvé des vestiges archéologiques sur à côté du lit de l'Amazone qui témoignent d'une population beaucoup plus dense et peut-être, probablement, d'une hiérarchisation qu'on ne trouve pas dans les petites ethnies que l'on connaît maintenant, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les chefferies ou les caciques. En général, c'est connu comme des chefferies. Eh bien, Anna Roosevelt, qui a été l'archéologue qui a travaillé surtout dans 2 endroits fondamentaux, un au Venezuela, l'autre au Brésil, sur l'île de Marajó, a trouvé donc des témoignages d'une profondeur d'occupation de ces sites et aussi, comme le font souvent les archéologues, ce qu'elle a interprété comme une hiérarchie sociale. En général, les archéologues se fondent sur la différence dans les offrandes et sur les tombes, n'est-ce pas, les objets entourant une tombe, pour dire voilà, il y a des gens de statuts différents. Chose qui n'existe pas, je le répète, dans les sociétés indiennes d'aujourd'hui, amazoniennes. Donc, elle en conclut qu'il y avait des sociétés stratifiées en Amazonie, contrairement à toutes les théories antérieures qui, elles, basées surtout sur les postulats de Betty Meggers et de Clifford Evans, disaient non, en Amazonie, il n'y a pas de civilisation hiérarchisée, seulement dans les Andes. Bon, donc Anna Roosevelt avance donc une nouvelle théorie de l'Amazonie. Et comment expliquer donc cette démographie beaucoup plus importante que celle qu'on connaît aujourd'hui? Eh bien, elle l'attribuera justement au maïs. Ce serait le maïs qui aurait permis, parce qu'il a davantage de protéines, parce qu'il a davantage de calories, mais c'est surtout les protéines, bien sûr, qui font la limite, ce serait donc le maïs qui aurait permis cette densification et cette hiérarchisation. Philippe Descola a rappelé l'attrait de ce genre d'explication, mais il a aussi montré qu'elle ne s'applique absolument pas aux hachoirs qu'il a étudiés. C'est un groupe Jivaro de l'Équateur. Mais aussi, de façon beaucoup plus générale, il a dit que ces explications de type purement écologique, basées sur le postulat de la maximisation des ressources, ne rendent pas vraiment compte de la réalité. Il faut, dit-il, au contraire, se souvenir de la leçon du grand William Donovan, pour qui qui a travaillé chez les Ashaninka, entre autres, et qui a dit, finalement, le choix, c'est un archéologue très important, il a dit finalement, pour les Ashaninka, le choix de tubercules à faible calorie, comme le manioc par exemple, relèverait en fin de compte d'un choix vraiment culturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déterminisme écologique dans ce choix. Et Descola conclut, et là je le cite, il dit « En définitive, si les hachoirs riverains au cours des siècles n'ont jamais éprouvé la nécessité d'intensifier leur production de plantes riches en protéines au détriment du manioc, c'est que les modèles culturels de consommation sont tout aussi déterminants dans l'organisation des modes d'exploitation que la logique abstraite de maximisation postulée par des explications purement écologiques. » Fin de citation. Donc, si les contraintes du milieu limitent les choix culturaux,
Les choix culturels, eux, délimitent des sociétés. Et je vais vous en donner un exemple très local, mais qui en dit long, qui a trait à une région qui s'appelle le Haut-Juruá, un affluent de l'Amazone. C'est une région qui a été très riche en EVA, c'est-à-dire produisait du latex, du caoutchouc, et donc où les Indiens qui y habitaient ont été délogés en grande partie, il en reste quand même un certain nombre, et des habitants du nord-est ont été importés. Le nord-est du pays, du Brésil, étant une région à grande sécheresse, on a incité donc des gens de cette région à aller en Amazonie pour extraire du caoutchouc, pour extraire de l'EVA. Le caoutchouc et l'EVA sont deux arbres un peu différents, d'ailleurs assez différents, et donc ce sont des extracteurs d'EVA, avec un H, EVA, H-E-V-E-A. Eh bien, dans cette région, qui s'appelle Haut-Juruá, nous avons actuellement des populations qui sont des Achaninka venus du Pérou, donc qui parlent une langue arawak, plusieurs groupes Pano, de langue Pano, comme des Kachinawa, et puis nous avons des tas de gens qui sont des Blancs, beaucoup de descendants d'ailleurs de Portugais et de Hollandais, qui sont venus de l'intérieur des provinces du Nord-Est pendant le boom du caoutchouc. Dans cette région, donc, nous avons deux groupes indiens importants, deux groupes de groupes, si vous voulez, des Achaninka d'une part, tous les groupes Pano de l'autre, qui ne consomment que du manioc doux. Donc, ils le consomment bouilli, rôti, etc. Ils n'en font pas de farine, puisqu'ils n'en ont pas besoin. Vous verrez pourquoi. Donc, les autres habitants, les Blancs qui proviennent du nord-est du Brésil, eux ne conçoivent de repas qu'accompagnés de farine de manioc. Un repas sans farine de manioc, c'est impensable. Or, la farine de manioc exige un travail supplémentaire, pas du tout négligeable, et dans cette région-là, complètement superflu, puisque la farine de manioc est associée au manioc amer, puisque le manioc amer est vénéneux et doit être détoxifié. Je vais vous en parler dans un moment. Donc, on n'a absolument pas besoin de faire de la farine avec du manioc doux. Mais justement, ce n'est pas tenir compte de l'importance du régime alimentaire qui, dans cette région, est essentiel pour distinguer les Indiens des non-Indiens. Et c'est ainsi que une dame que nous connaissons, qui était une dame dont la famille venait du Nord-Est, qui était une femme qui se considérait civilisée, avait épousé un monsieur indien, d'ailleurs un type tout à fait exceptionnel, et elle vivait dans son village, elle avait plusieurs enfants. Or, pour bien se démarquer, si vous voulez, des Indiens, elle en avait quand même épousé un, mais pour se démarquer, elle ne s'habillait que dans des tenues occidentales, si vous voulez, et elle réclamait à ses enfants, à ses fils, pour l'amour de Dieu, qu'ils lui torréfient de la farine, parce qu'elle ne pouvait pas se passer de farine de manioc, alors que personne d'autre n'en mangeait dans le village. Alors, puisque tous les autres se considéraient indiens, et elle seule avait absolument besoin de farine de manioc. Vous voyez l'importance du régime alimentaire pour démarquer les différences. Alors, l'autre question que j'ai évoquée il y a un moment, c'est la préférence pour le manioc amer, qui, elle, a toujours suscité des questions, puisque elle est présente, cette préférence pour le manioc amer est présente dans pas mal d'endroits, dont en particulier le Rio Negro et le Waupés, entre le nord-ouest du Brésil et la Colombie.
Et cela posait toujours problème, bien entendu. Alors, quel type d'explication est-ce que cela a suscité? Eh bien, je vais donc vous expliquer que, si vous ne le savez pas déjà, que le manioc amer a une haute teneur en dérivés cyanhydriques, c'est-à-dire l'acide prussique, et qu'il exige donc un procédé tout à fait compliqué et très laborieux de détoxication pour pouvoir être consommé. Alors, on en fait des tas de choses, habituellement de la farine, comme je vous ai dit, des galettes, de la bière, n'est-ce pas, fermentée, et bien d'autres préparations culinaires, dont notamment une qu'on appelle tucupi au Brésil, qui a un autre nom que j'ai oublié au Venezuela, et qu'un grand chef de cuisine a déclaré être la plus grande contribution gastronomique amazonienne à la cuisine internationale, le tucupi. Il faut le goûter, c'est très bon. C'est un jus légèrement acide. C'est du jus de manioc, donc, qui à l'origine était très vénéneux et qu'on a fait cuire et recuire de façon à ce qu'il perde sa toxicité. Et il devient une sorte de condiment, une sorte de soupe, si vous voulez, tout à fait délicieux. Alors, donc, on fait des tas de choses avec le manioc. Et Selena Eckler et Stanford Zent, qui ont travaillé très longtemps chez les Piaroa, justement, du Venezuela, publient une liste de pas moins de 30 dérivés du manioc qu'ils réunissent sous 5 catégories. Et non seulement il y a plus d'une douzaine de types de bières qu'ils relèvent, mais à elles seules, rien que les galettes se déclinent selon 9 types. Donc il y a 9 variétés de galettes chez les Piaroa. Alors, les écologistes, encore eux, se sont demandé, à bon droit d'ailleurs, à quoi tenait cette préférence marquée dans la grande majorité du bassin amazonien pour les maniocs amers, étant donné le labeur qu'ils impliquent. Et ils ont avancé comme hypothèse, mais sans réellement pouvoir conclure, que le manioc amer serait plus productif que le doux, et ce, peut-être parce qu'il serait plus résistant aux maladies et aux ravageurs. Ce sont les théories les plus récentes, du moins à ma connaissance, de Warren Wilson et de Darna Dufour, qui ont travaillé eux aussi chez les Tucanos, c'est-à-dire dans le versant colombien du même bassin du Rio Negro, en fait du Waupech. Mais en fait, Wilson, quand il relate ses recherches, il dit que malgré un nombre considérable de pathogènes et de pestes, dont la plupart étaient représentés dans les parcelles de ces Indiens qu'il a interviewés, la production totale ne semblait absolument pas inquiéter les Indiens. C'est-à-dire que les Indiens savent que les agoutis, par exemple, aiment bien déterrer les tubercules de manioc. D'ailleurs, ils les chassent à l'occasion dans les parcelles, dans les jardins, justement parce que c'est le manioc. Ils savent que le manioc va les attirer. Mais il y a en outre toutes sortes, on a compté, je crois, dans les 200, les variétés de pathogènes et de pestes qui peuvent attaquer le manioc. On s'est dit, ces écologistes, ces anthropologues écologistes ont fait le raisonnement qui me paraît de bon sens, se disant, eh bien, puisque le manioc est vénéneux, probablement il a des défenses particulièrement adaptées aux pathogènes et aux pestes. Donc, c'est une façon, choisir le manioc amer serait une façon de se défendre des pathogènes et des pestes. En fait, quand il a interviewé les Indiens, ils ont dit oui, n'est-ce pas, comme souvent ils font. Et puis en fait, il s'est aperçu qu'il ne pouvait absolument pas conclure et que, bien qu'ayant montré tous les pathogènes et ayant vérifié que les Indiens savaient bien qu'il y avait des tas de pathogènes dans leur plantation de manioc, cela ne les inquiétait nullement. Ce qui, d'ailleurs, montre bien
que l'agriculture du manioc produit des excédents tels que les gens finalement se soucient assez peu de maximiser le rendement. Alors, dans une toute autre veine, nous avons d'autres explications de cette affaire, du pourquoi le manioc amer. Eh bien, l'anthropologue britannique Peter Rivière, qui était professeur à Oxford, et qui était clairement inspiré de Meillassoux, qui Claude Meillassoux, en 1980, je vous le rappelle, a publié un livre qui a eu un certain retentissement, qui s'appelait « Femmes, greniers et capitaux ». Meillassoux travaillait en Afrique, et sa thèse était qu'au fond, toute cette oppression des femmes était, agencée par des institutions qui les reléguaient à des tâches moins prisées, moins valorisées, et que, au fond, cette organisation d'apparence culturelle était une façon d'opprimer les femmes. Donc, Peter Rivière a saisi l'idée et il a publié en 1987 un article sur le manioc amer, justement. Et là, il soutenait que le travail exigé des femmes pour produire le manioc, ainsi que la farine, la bière, etc., non seulement était dévalué, mais qu'il était en quelque sorte proportionnel à l'effort de contrôler des femmes, justement. Et à preuve, il avançait le fait que chez les Tucano, où on appréciait beaucoup de la bière fraîche tous les jours, et de la farine, bien entendu, eh bien, c'était là, chez les Tucano, une société qui avait des problèmes avec les femmes. Pourquoi ? Parce que le système matrimonial Tucano est exogame, comme on dit en anthropologie, et virilocal, c'est-à-dire que les épouses viennent d'un autre groupe, d'ailleurs dans cette région d'un groupe dont la langue est différente nécessairement, et donc ce sont des femmes qui parlent une autre langue et qui s'installent dans le village de leur mari. Ce sont des femmes donc qui viennent d'ailleurs et qu'il faut contrôler d'une façon ou d'une autre. Et un endroit, donc dans un système où les hommes sont, eux, chez eux, dans leur lignage, dans leur village. Donc, il faut absolument contrôler ces femmes et on leur impose un labeur continu, à tel point que chez les Tucano, on parle de 40 à 60 heures de travail par semaine pour les femmes Tucano. Alors, à contre-preuve, pour Peter Rivière, eh bien, quand on passe à une société, au contraire, uxorilocale et endogame, c'est-à-dire une société où ce sont les femmes qui restent dans leur village et ce sont les époux qui vont s'installer chez leur beau-père, eh bien, dans ce genre de société où, au fond, les hommes, tant qu'ils ne sont pas eux-mêmes beaux-pères, n'ont que très peu d'autorité, eh bien, les femmes sont beaucoup plus libres, elles travaillent beaucoup moins, et donc, pour Peter Rivière, c'était la preuve que c'était bien, que le manioc, au fond, n'était qu'une façon le manioc amer et toute cette farine et cette bière, etc., n'étaient que des façons de masquer le contrôle qu'on imposait aux femmes. Alors, cette vision, bien entendu, a été démentie par beaucoup d'ethnographies. Déjà, en 1986, le livre de Philippe Descola, justement, La nature domestique, mettait en relief la valorisation du travail horticole et des femmes hachoirs. Et sur le Rio Negro, tout autant d'ailleurs que chez les Pierrois, Laure Empereur et Florence Pinton, dans les années 1990, en fait, elles ont publié des articles très importants à la fin des années 90, notamment 98 et 2000,
Et d'autre part, Serena Eckler, qui a travaillé donc chez les Piarua du Venezuela et qui a publié en 2004, eh bien, elles ont respectivement montré que, loin d'être dévalué, le travail des agricultrices en tant que pourvoyeuses de bière et de farine et de manioc en général est reconnu comme source de renommée, de fierté et de réalisation personnelle. Philippe Descola a tout un chapitre sur le monde des jardins dans La nature domestique qui montre bien l'importance qu'ont les femmes dans ce domaine. Et c'est une importance qui leur est reconnue. C'est ça qui est important. Et alors, les hachoirs ont même un système qui, lui aussi, a beaucoup intrigué. Ils cultivent du manioc doux et ils cultivent du manioc en abondance, comme d'ailleurs toutes ces sociétés. En général, le travail horticole n'est pas considéré comme particulièrement dangereux, n'est-ce pas ? C'est plutôt la chasse qui, dans beaucoup d'ethnies amérindiennes, est au contraire considérée comme un exploit et une source de prestige. Or, ce que Philippe Descola montre dans son livre, c'est que pour les femmes hachoirs, on considère que leur travail est hautement dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on attribue au manioc une sorte de jalousie qui se manifeste, ils sont des sortes de vampires assoiffés de sang, et dans une société où l'idée prévaut que le sang est en quantité limitée, ils peuvent nuire aux enfants biologiques des femmes. Donc le manioc est en concurrence avec les enfants. Et c'est donc, il revient aux femmes d'essayer d'apaiser ces maniocs en leur adressant des sortes d'incantations et aussi en s'occupant très bien de cette société des maniocs. Je n'aurai probablement pas le temps de parler des sociétés de manioc, mais j'y fais mention là maintenant, et j'y reviendrai si c'est possible. Donc, non seulement le travail horticole devient un travail périlleux chez les hachoirs, mais une femme qui réussit dans son jardin, qui a un beau jardin, qui a beaucoup de variétés aussi, on verra cette question, sera reconnue et elle aura un prestige certain. Outre le fait que finalement la bière est l'aliment par excellence politique. C'est-à-dire que quand un homme reçoit des invités, il doit fournir de la bière de manioc en profusion. Donc c'est une femme qui est derrière l'homme, nécessairement. Bon, on verra que donc cette fierté, cette réalisation personnelle n'est pas sans rapport avec le thème de la diversité des variétés du manioc, qui est au fond le thème principal de cette leçon. Alors, cette diversité des variétés de manioc, eh bien, elle est prodigieuse chez certains peuples amazoniens. James Foster, à ma connaissance, a été le premier à faire remarquer en 83 et 84 chez les Aguaruna du Pérou, ce sont aussi des peuples apparentés aux hachoirs, n'est-ce pas ? Il a fait remarquer qu'il y avait une centaine de variétés de manioc. Janet Chernell a fait suite immédiatement et elle a enregistré 137 variétés chez les Wanano, Arapaso et Tucano, c'est-à-dire toujours dans le haut Rio Negro. On parle de 139 variétés dans le Rupununi. Darna du Four, dont je vous ai déjà parlé, chez les Tucano du Yapu en Colombie, chiffre elle aussi à plus de 100 les variétés nommées de manioc, et dont 4 seulement de manioc doux. Là encore, on voit que l'importance du manioc amer est flagrante. Et Florence Pinton et Laurent Prère, en 2000, font état de la diversité des variétés dans 9 régions de l'Amazonie. Et ce qui en ressort est tout à fait intéressant, parce qu'on a un gradient de diversité qui décroît de façon générale quand on descend
l'Amazone vers les régions de colonisation plus anciennes. Et corrélativement, il croît au contraire d'aval en amont sur le Rio Negro, avec les Tucano en tête de liste qui ont 89 variétés. Chaque fois que quelqu'un a fait un peu de recherche, on trouve des chiffres assez impressionnants. Par exemple, chez les Makushi de Guyane, Marianne Elias, qui est une généticienne, a recensé 87 noms de variétés qui correspondraient à 76 variétés génétiquement différentes, parce que les variétés locales ne sont pas nécessairement toutes distinctes génétiquement. Mais vous voyez qu'il y en a quand même 76 qui sont génétiquement différentes chez les Makushi de Guyane. Alors, cette diversité, elle est cultivée, et ce, dans tous les sens du terme, parce qu'elle est l'effet d'efforts conscients des agricultrices, parce qu'elle dépasse de beaucoup les nécessités pratiques, et parce qu'elle est à la fois produit et productrice de relations et de statut social, et enfin, parce qu'elle répond à des valeurs culturelles. Alors, pourquoi ? Eh bien, je vais vous développer un peu toutes ces affirmations. Eh bien, il faut savoir que le manioc est normalement reproduit par boutures, qui sont chacune comme un clone de la plante qui les a produites. Et c'est là, on s'en doute, une façon peu propice de se reproduire, peu propice pour la diversification, puisque la plante mère, la tige de la plante mère, si vous voulez, est coupée en tronçons et ces boutures sont ensuite replantées, fichées en terre. Ce sont donc des clones. Alors, si on reproduit le manioc par des clones, comment se fait-il qu'il y ait autant de diversité ? Problème. Eh bien, on a trouvé qu'il y a deux sources principales à cette diversité. La première, ce sont les dons et les échanges. Alors, ces échanges peuvent se donner entre mère et fille, belle-mère et bru, mais aussi, de façon beaucoup plus générale, elles dépendent de toutes sortes de liens sociaux. Et ce sont des liens sociaux qui seront d'autant plus importants que le statut social de celle qui échange, n'est-ce pas, est important, et c'est un statut qui est à son tour renforcé par ces échanges. C'est un mécanisme qui a été particulièrement bien décrit par Laurent Prère dans le Moyen Rio Negro et à nouveau par Serena Eclair pour les Pierrois. Alors, des occasions rituelles, par exemple sur le Moyen Rio Negro, les fêtes où l'on célèbre les patrons des saints, les patrons des villages de descendants d'Indiens. Le Moyen Rio Negro est peuplé essentiellement par une sorte de composite multiethnique dont l'origine remonte à des entreprises d'extraction qui remontaient les fleuves et attiraient, ou parfois même forçaient, des populations à venir travailler dans l'extractivisme. Au fond, les communautés du Moyen Rio Negro sont des ensembles hétéroclites de toutes ces ethnies. Eh bien, ce sont des villages qui ont été l'objet de missions catholiques à partir du début du XXe siècle, surtout par les Salésiens. D'ailleurs, exclusivement par les Salésiens, puisque les ordres religieux se sont taillés des diocèses et des terrains de mission en Amazonie qui leur donnaient le monopole à chacune d'une certaine région. Donc là, c'était les Salésiens. Et ces Salésiens ont, d'abord, ils ont organisé ces familles en villages, alors qu'ils étaient dispersés dans des sortes de petites exploitations auparavant, et chaque village est sous l'invocation d'un saint patron. Ce saint patron est fêté tous les ans, comme il se doit, et c'est l'occasion d'une grande réunion où beaucoup de villages voisins sont
sont présents. Eh bien, ce genre d'occasion est rituel, par exemple, est une occasion d'échange. De même, le travail collectif, par exemple, lors de l'ouverture d'un essar, plusieurs hommes viennent aider et c'est là aussi l'occasion d'un échange. Sur le moyen Solimange, d'ailleurs, la baisse de la diversité du manioc a été expressément reliée à la raréfaction de ces occasions de travail collectif. Et sur le moyen Rio Negro, je crois que c'est en effet, on se vaut de toutes les occasions d'une réunion de population pour échanger des boutures. D'ailleurs, l'étiquette veut qu'on ne refuse jamais des boutures, n'est-ce pas ? Il faudra cependant en faire la demande, ou alors on se voit offrir gracieusement des boutures, mais là, à l'occasion. On ne prend pas des boutures chez quelqu'un sans que ce soit expressément offert ou demandé expressément. Et puis, lors de ces visites qui sont prolongées ou pas, mais que les gens ont l'habitude de faire aux membres de leur famille, l'hôtesse peut offrir des boutures aux visiteuses qui, elles, sont censées participer aux travaux dans les parcelles si elles restent un peu plus longtemps. En bref, la diversité est corrélée fortement à la sociabilité. C'est ça que j'essaie de vous montrer. Mais il y a un second mécanisme de diversité qui, lui, est lié à la reproduction sexuée du manioc. Cette reproduction sexuée subsiste malgré ces méthodes de propagation liées au clonage. Le manioc a pour une des principales vertus le fait qu'il reste en terre et qu'il ne pourrit pas nécessairement en peu de temps. Il y a des variétés plus précoces et qui pourrissent au bout de quelques mois. En général, le minimum est de 7 mois, 6-7 mois. Mais il y a aussi des variétés qui, elles, sont plus durables. Et c'est un des grands avantages du manioc, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de grenier, puisque le stockage est fait en terre. Ce qui vaut jusqu'à un maximum de 3 ans, pas plus, à nouveau selon les variétés. Mais enfin, normalement, le manioc résiste. Il résiste plus d'1 an dans le sol et il est souvent arraché après. Vous savez que c'est le tubercule qu'on mange, n'est-ce pas ? Donc, on arrache le tubercule et donc toute la plante après l'époque de la floraison et de la fructification. Ce qui veut dire que qu'il existe des fruits du manioc, ceux-ci éclatent et dispersent les graines. Et alors, comble d'ingéniosité, ces graines ont un appendice dont les fourmis sont très friandes. Donc, non seulement il est dispersé par les graines sont dispersées par l'éclatement du fruit, mais les fourmis se chargent d'enfouir ces graines sous terre. Et ces graines restent dormantes très longtemps. Et pour qu'elles revivent, si vous voulez, eh bien, il faut que la chaleur du soleil ou du feu, ou les deux, n'est-ce pas, les fasse éclore. C'est-à-dire quand on ouvre un nouvel essar sur le même lieu. Parce que, vous le savez peut-être déjà, mais les parcelles, les jardins en Amazonie, en toute l'Amazonie, c'est une agriculture qu'on appelle pionnière et surbrûlie, c'est-à-dire qu'on abat un morceau de forêt, une clairière assez restreinte, et on brûle ce qui reste, si vous voulez, et ce qui produit des cendres qui fertilisent la terre, d'ailleurs, et c'est là qu'on plante tout ce qu'on plante, les bananiers, les ananas, les patates, enfin, les patates douces, n'est-ce pas, les ignames, etc. Et le manioc, bien entendu, qui est la plante principale. Au bout d'1 an, on ouvre un deuxième essar où l'on transportera une certaine partie des boutures de l'autre. Pourquoi ? En général, alors l'agricultrice gère 3
parcelles différentes qui ont des âges différents eux aussi, 1 an, 2 ans, 3 ans. Au bout de 3 ans, eh bien, le travail de désherber, c'est-à-dire d'arracher les plantes adventices, devient tel qu'on abandonne cette parcelle. Cette parcelle est ensuite laissée en jachère pendant assez longtemps. Ça dépend bien entendu d'autres éléments, mais en général, c'est au moins 20 ans, 15-20 ans. Au bout de 15-20 ans, seul un œil averti distingue l'ancienne parcelle de la forêt. On la distingue parce qu'il y a quand même des fruitiers qui sont là, on la distingue parce qu'il y a des plantes pionnières qui sont plus nombreuses, mais enfin, à première vue, c'est tout à fait comme une forêt. Et elle a donc regagné sa fertilité, et on peut, à ce moment-là, faire un nouvel essar et faire une nouvelle parcelle sur cette parcelle qui avait été abandonnée. C'est à ce moment-là que ces graines dormantes se réveillent, pour ainsi dire, et sortent. Et ce sont donc des graines qui représentent une reproduction sexuée du manioc, et non pas le clone qu'on avait auparavant. C'est ça qui permet, qui permet un brassage génétique que le clonage, bien entendu, ne permet pas. Donc, ces petites plantes qui sortent juste après le brûlis, si vous voulez, elles sont conservées, elles sont respectées, elles sont protégées par les agricultrices. Et de même que des arbres fruitiers et d'autres plantes d'ailleurs. Et ce sont donc ces petites plantes qu'on observera et sur lesquelles on expérimentera pendant au moins 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce que la première année, ces graines, elles donnent une plante qui a une racine tout à fait différente des autres plants de manioc. Une racine beaucoup pivotale, comme ça, qui va très profondément dans le sol et ne fait pas de tubercules. Donc il faudra la cloner, une 2e année au moins, pour voir quel genre de tubercule sort de cette nouvelle plante. Une fois donc, cette expérimentation conclue, on range cette nouvelle variété, ce sont donc 2 nouvelles variétés, on la range sous un nom qui existe déjà, c'est-à-dire qu'on la range avec quelque chose qui ressemble soit par ses tubercules, soit par sa longévité sous terre, soit pour d'autres caractéristiques, soit simplement morphologiquement, comme sous un nom qui existe déjà. Ce qui veut dire que, et ça je crois que c'est particulièrement important, qu'on les adopte sous un nom, n'est-ce pas, et que, en fait, juste une parenthèse amusante, c'est que ces graines qui poussent, on les dit des boutures sans père, alors que justement elles en ont un biologique, puisque c'est une reproduction croisée, mais elles ne sont pas encore le résultat des soins maternaux, si vous voulez, qu'une femme prodigue à ses boutures, à ses maniocs. Donc on l'apprivoise en quelque sorte, on l'adopte et on lui donne un nom. La conséquence biologique de tous ces procédés est que d'abord, les noms semblent avoir une vie plus longue que les variétés elles-mêmes, puisqu'elles changent tout le temps. Et en fait, et ça c'est le point important, c'est que ce qui se passe là, c'est que les agricultrices, ce qu'elles conservent par ces procédés, ce n'est pas tant un stock de variétés que le renouvellement continu de petites différences observables. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en jargon agronomique une gestion dynamique. N'est-ce pas? Bien sûr, on cherchera aussi à conserver des variétés telles quelles, lorsqu'elles vous proviennent par exemple de votre mère ou ont des valeurs affectives particulières.
Et c'est ainsi que Serena Eckler dit avec beaucoup de propriété qu'au fond, les jardins des agricultrices Pierrois sont des sortes de mémentos de leur vie, puisqu'on se souvient toujours de l'origine de chaque variété de manioc. Mais en même temps, on ne s'interdit pas d'innover. Au contraire, partout en Amazonie, on adopte volontiers de nouvelles variétés qui sont venues parfois d'un prêtre, d'un voyage à l'occasion d'une réunion politique, par exemple, ou d'un organisme officiel, agronomique. Et ces variétés gardent normalement inscrit dans leur nom la marque de leur origine. On le dira le manioc du prêtre, le manioc du gouvernement, etc. Alors, il y a des vogues dans ces variétés. En fait, les vogues sont la norme et on remplace souvent des variétés anciennes par d'autres qui sont plus à la mode. Mais on n'en détruit pas pour autant les anciennes. Simplement, elles auront droit à des espaces plus restreints et elles seront moins nombreuses. Moins nombreuses en nombre de pieds, n'est-ce pas? Mais on gardera les variétés. Sauf accident, bien entendu, qui arrive. Et d'ailleurs, sur le moyen Rio Negro, la règle veut qu'on ne jette jamais une bouture. Et comme chaque agricultrice, comme je viens de vous le dire, une agricultrice bien établie gère à la fois 3 parcelles, qui sont donc étagées sur 3 ans, qu'il lui faut chaque année transplanter des boutures d'une parcelle plus ancienne à une nouvelle. Eh bien, si on n'a pas de terrain suffisant pour accueillir toutes les boutures, comme on ne les jette pas, on les fichera en terre sur le bord d'une parcelle. Mais il est interdit, si vous voulez, il est culturellement interdit de jeter une bouture. Donc, chaque femme aura ainsi sa propre collection de variétés et qui feront sa fierté. Du point de vue utilitaire et organoleptique, c'est-à-dire du goût, il y a une énorme redondance. On n'a absolument pas besoin de toutes ces variétés. En fait, on plantera en général des variétés qui mûrissent rapidement, d'une part, un minimum de 6 ou 7 mois, mais qui ne subsistent, elles, pas très longtemps dans le sol après cela. Et on plantera aussi des variétés qui, au contraire, restent jusqu'à 2 ans, voire exceptionnellement 3 ans, sans pourrir dans le sol. Et puis, d'autre part, on cultivera des maniocs jaunes et des maniocs blancs à différents usages culinaires, et d'ailleurs, on les mélangera assez volontiers. Certains auront davantage d'amidon, seront plus précoces, d'autres feront une farine meilleure, certains produiront davantage, mais pour parer à toutes ces considérations, on pourrait parfaitement se contenter d'un nombre bien moindre de variétés que ceux que nous avons signalés. D'ailleurs, des extracteurs d'EVA justement du Haut-Juruá, qui viennent d'ailleurs, n'est-ce pas, qui viennent du nord-est, s'accommodent de quelques 16 variétés seulement, et les Indiens Satare Maoué de Manaus, déjà plus en aval dans l'Amazone, ne cultivent que 13 variétés seulement. C'est donc, et c'est ce qu'ont conclu plusieurs chercheurs, que la diversité des variétés est une valeur en elle-même. Donc, toujours sur le moyen Rio Negro, Pinton et Amprère ont relevé chez les agriculteurs du moyen Rio Negro une moyenne de 33 variétés pour 5 agricultrices. Donc, chacune avait en moyenne 33 variétés. Pour les agricultrices Baniwa, 26 variétés en moyenne. Donc, c'est la collection, plus que toute autre chose, qui fait la valeur esthétique et morale des jardins du Rio Negro. Pour conclure, alors, la diversité génétique des variétés de manioc, produite par certaines sociétés autochtones, est d'une importance considérable pour la sécurité alimentaire de 500 000 personnes dans le monde, entre l'Amérique et l'Afrique. Elle dépend, on l'a vu, outre l'accès à la terre, bien entendu, de la pérennité d'un système de sociabilité et de valeurs.
c'est dire qu'il faut à la fois reconnaître les services rendus à l'agriculture, à l'agronomie, par ces sociétés, et l'importance aussi de la continuité de leur système et de leurs valeurs culturelles. Ce dernier point a été reconnu au Brésil, mais seulement ce dernier point. En fait, en 2010, grâce à l'initiative de Laurent Prère, le ministère de la Culture, par le moyen de l'Institut du patrimoine historique et artistique national, l'IFAN, a mis en œuvre la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine immatériel, qui date du début des années 2000, et a classé le système agricole du Rio Negro comme un tout, comme patrimoine immatériel du Brésil. Ça a été une innovation complète. On n'avait jamais enregistré un système comme un système agricole comme patrimoine culturel, et ça a donné au moins une reconnaissance et une visibilité tout à fait inédite à cette contribution que les agricultrices des sociétés indiennes et leurs descendantes sur le Rio Negro donnent, cette contribution qu'elles donnent à la sécurité alimentaire du monde, en préservant la diversité génétique du manioc. Voilà, c'est tout.